Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Si c'est ton premier épisode, je t'explique le concept tout de suite et si c'est pas le cas, merci pour ta fidélité. J'ai la chance de recevoir un ou une invitée avec qui je parle de sa profession. Mais avant tout, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi la personne que j'ai en face de moi fait ce qu'elle fait. Alors que tu écoutes ce podcast dans ton canapé, ou en train de faire ton sport, ou encore en train de faire les tâches ménagères, je te propose, à la fin de l'épisode, si tu l'as aimé, de le liker et de le partager sur toutes tes plateformes. Encore une fois, je te souhaite la bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Hello Christopher, bienvenue dans le podcast. Merci. Comment tu vas? Moi, je vais bien aujourd'hui. Très, très bien. Merci. Cool. Christopher, pour les gens qui n'ont pas la chance de te connaître, parce que je te connais un peu, pas beaucoup, mais un peu, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer ce que tu fais? Oui, je m'appelle Christopher, j'ai 27 ans. Aujourd'hui, je suis personal trainer et préparateur physique indépendant Ok. depuis maintenant plus de 2 ans. Et du coup, je suis là aujourd'hui pour parler un petit peu de ma vision du coaching, de ma vision de la préparation et ce que je fais du coup dans mon travail, dans la vie quotidienne, quoi. Ok. Initialement, tu viens du domaine du coaching ou pas? Alors, initialement, moi, j'ai travaillé avant donc, dans le milieu du fitness, Mhm. dans la grande industrie du fitness. Je suis allé jusqu'à avoir 2 fitness en tant que manager. Ok. Et par la suite, j'ai dérivé sur vraiment le côté personal training en indépendant. Mhm. Euh, j'ai fait vraiment cette transition entre voilà, la grande chaîne du fitness et puis le personal training. Ok. Pourquoi ce switch? Ce switch, pour moi, il vient du fait que c'était par rapport à la gestion du client. Euh, Quand on est manager d'une salle, on a beaucoup moins cette approche de coaching avec le client, peut-être Mhm. plus d'administration, plus de gestion et autres, ce qui est tout à fait intéressant, mais qui n'est pas tout autant ce que je recherchais, en tout cas en ayant fait mes formations dans le coaching. Mhm. Et c'est quelque chose qui me manquait énormément, en fait. Donc, Ok. cette relation avec la personne, cette relation humaine avec le client, c'est ça que je recherchais le plus. Et c'est pour ça qu'ensuite, je me suis donné les moyens pour pouvoir mettre ça vraiment à 100% en avant. Ok. Cool. Tu dis, tu fais de la prépa physique. Tu fais de la prépa physique dans quel sport? Alors là, moi, je fais surtout de la préparation dans le milieu du culturisme, Ok. dans le body. Après, là, tout ce que les personnes que je prépare sont surtout des niveaux amateurs pour l'instant. Mhm. Donc, généralement, c'est leur première entrée en scène, leur première compétition. Et on a été jusqu'au où j'ai amené une athlète au plus loin, jusqu'au championnat du monde à Budapest l'année dernière, mais pas encore dans les catégories professionnelles pour l'instant. Ok. D'accord. Et du coup, toi-même, tu as fait de la compète? Moi, j'ai fait de la compétition, enfin j'en fais toujours, ça Ok. fait depuis maintenant 2 ans et demi. Ma première compétition, c'était en Suisse et j'ai participé également du coup l'année passée au championnat du monde à Budapest dans 2 catégories différentes, les classiques physiques et puis les open body Ok. en léger. Ouais. Et ça a donné quoi? 2 places de troisième Cool. monde, donc très très content du résultat. Beaucoup de retours juges positifs dans le sens où j'ai pu apprendre qu'est-ce que je dois améliorer pour la suite et où est-ce que je dois travailler. Donc moi, ce qui me manque, c'est les années d'expérience parce que je suis encore tout novice dans ce milieu-là. Et sur la scène de monde, c'est clair, avec les personnes avec qui je suis tombé, euh, elles avaient tous plus de 10 ans d'expérience dans le bodybuilding. Donc c'est clair qu'ils avaient une autre maturité musculaire, une autre expérience de scène que moi, je n'ai encore pas acquis, Mhm. mais qui viendra avec le temps, quoi. Ok. Du coup, c'est une fédération naturelle? Non, cette fédération, elle est open. Ok. Donc il y a vraiment de tout, des naturels, des non naturels qui vont dans cette fédération. Ok. Et du coup, enfin, c'est pas faire. Euh, enfin, c'est compliqué de te dire que, parce que, on va pas se mentir, hein, ça fait quand même une grosse, grosse différence d'un point de vue physique, d'un point de vue visuel, d'un point de vue récupération. Enfin, c'est pas le même délire. Mhm. Euh, comment t'abordes Il y a, ça? il y a une grosse différence. Maintenant, c'est pas comme, comment dire, dans des sports où vraiment il y a cette interdiction à cet usage-là. Donc, en soi, la possibilité de le faire, elle est donnée à tout le monde. Maintenant, Mhm. c'est vrai que celui qui veut vraiment aller jusqu'au bout d'un point de vue naturel, Mhm. tout le respect à cette personne-là, hein, parce que ça a du mérite, hein, monter sur scène contre des gens qui sont pas forcément naturels. Euh, Elle doit, voilà, comprendre que
automatiquement, elle va pas partir avec avec le même départ que les autres. Mais aujourd'hui, par contre, le bodybuilding naturel se développe énormément. Donc, il y a beaucoup de fédérations qui existent, ou Mhm. le naturel aussi. Et tu as aussi même les plus grosses fédérations qui ouvrent des compétitions naturelles à côté. Ok. Il y a vraiment cette distinction entre la compétition naturelle et open. Donc voilà, après, c'est clair que si tu veux aller chercher le Saint Graal dans l'avenir comme Olympia, vraiment, si c'était ton rêve ultime, bah, automatiquement, ça devient compliqué si tu veux le faire naturellement. Va falloir t'en mettre dans le caisson. Et voilà. Euh, Ça marche. Tu. Alors, attends, j'ai plusieurs questions qui me viennent. Je vais faire le tri. Euh, Aujourd'hui, les gens que tu accompagnes, que tu coaches dans ton quotidien, vu que c'est ton activité, est-ce que tu as une autre activité professionnelle à côté ou le coaching, c'est ton activité à 100%? Alors, le coaching, c'est vraiment ce qui me permet d'en vivre tous les jours. À Ouais. côté, maintenant, j'ai aussi pris depuis l'année passée un deuxième domaine, donc secondaire, où c'est dans la vente du complément alimentaire. Ok. Cette activité-là, elle me permet vraiment d'avoir un centre en fait où j'ai une partie du magasin où donc c'est dédié à la vente et le complément alimentaire, et l'autre partie du magasin, donc j'ai ma salle de coaching privée où je donne du coup les coachings accompagnés directement à Ok. l'intérieur. D'accord. Aujourd'hui, les gens que tu accompagnes en coaching, c'est quoi comme type de personnes et ils ont quoi comme type d'objectif? Moi, la majorité de ma clientèle, c'est pas du tout de la préparation physique ou du body, c'est vraiment axé sur la perte de poids, je dirais Mhm. le numéro un de recherche. Numéro 2, ça va être la réinsertion sportive, la rééducation. Ça, c'est Ok. ce que je vais avoir vraiment en présentiel dans la salle. C'est pas mal le Euh, terme réinsertion sportive. ouais, j'aime bien ce terme-là parce que c'est vraiment ça. En fait, ça fait des années que certaines personnes ne sont pas remises au sport, puis il faut les Mhm. réintégrer dans ce milieu-là. Et moi, je dirais en troisième place, c'est vraiment la recherche de la prise de masse musculaire classique, quoi. Ok. Mhm. Euh, la tranche d'âge. Vraiment assez énorme. J'ai vraiment des jeunes de 17, 18 ans, et puis je suis allé jusqu'à 68, je crois, la Ok. doyenne que j'avais en client. Ouais. D'accord. Alors, je te pose la question, faut pas m'en vouloir sur la formulation, mais est-ce qu'on peut partir du principe que être coach depuis 2 ans, c'est être un jeune coach? Oui, tout Ok. à fait. Pour moi, oui, oui, c'est quelque chose que je suis conscient. J'ai encore Ouais. pas 1 million d'années d'expérience, ça c'est sûr. Où là, j'arrive quand même déjà à me distinguer, c'est surtout sur le fait que j'ai aussi pratiqué ça dans le milieu du fitness, que j'ai pratiqué le fitness aussi, moi, d'un point de vue personnel, donc pas sorti de nulle part et j'ai décidé de changer de métier et j'ai lancé un Instagram influenceur et je me suis dit que demain je suis coach et voilà, je donne du blanc de poulet, du riz et des brocolis à tout le monde. Bon, là, il y Euh, en a, il y en a une, il y a une partie des gens sur Instagram qui viennent de prendre un headshot, mais c'est oui, bien. C'est très, non, très mais bien. c'est ça. Je C'est suis pour. important parce que, alors, il faut donner la chance à tout le monde, je suis d'accord, parce que tout le monde commence à un point de départ. Mais il y a quand même des étapes pour moi qui sont importantes, comme la formation, comme la formation continue, comme la pratique, qui fait que tu vas quand même gagner en compétences et puis surtout mettre en sécurité les personnes avec qui tu vas travailler après, quoi. Mhm. Ouais. Des fois, je me demande Alors oui, de toute façon, avec le temps, tu gagnes en compétences, mais l'expérience à proprement parler, le temps, tu vois, les heures de terrain Mhm. que tu fais, pour moi, elles ont aussi une énorme importance. C'est bien Bien de sûr, vouloir apprendre toujours de nouvelles choses et de faire de la formation continue sous peu importe la forme, mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à négliger l'expérience de terrain totalement. comme une forme d'apprentissage à proprement parler. Euh, alors, première question, c'est à quel point est-ce que tu penses que le fait d'avoir travaillé avant de te lancer à ton compte comme manager de club, ça t'a Mhm. aidé au démarrage de ton activité de personal trainer? Moi, ça m'a aidé énormément. Déjà, le fait de travailler, j'ai quand même fait du coaching en étant même manager, hein. Avant d'être manager, j'étais simplement instructeur fitness aussi. Ça m'a permis déjà de voir un panel de types de personnes qui existent, vraiment très très variés, du jeune au plus âgé, de perte de poids, avec des problématiques de santé ou non. Donc en fait, là, pour se former vraiment sur l'expérience, je trouve ça génial de travailler dans la grande chaîne du fitness parce que durant les jours, les journées, tu enchaînes des coachings et des coachings, tu apprends à comment coacher, tu apprends à comment parler à la personne. Donc c'est vraiment le meilleur moyen pour moi de créer l'expérience, c'est d'être dans ce domaine-là. Et par la suite, c'est clair que ça m'a beaucoup aidé parce que
Moi, je suis resté dans un endroit très régional, donc sur la ville de Bulle. Le management que j'avais avant du studio était aussi sur Bulle, donc ça permet aussi de créer un certain réseau. Et j'ai aussi été dans plusieurs chaînes de fitness pour ma pratique personnelle, ce qui permet d'avoir une visibilité supplémentaire. Qui aujourd'hui, j'en suis conscient, ma page Instagram n'est pas très garnie, pas très fournie. Je suis pas très bon sur Instagram. Mais j'ai quand même un carnet de clients qui est excellent d'un point de vue régional parce que j'ai une bonne renommée Mhm. ici. Ok. Donc, point important, euh, tu vois, parce que les gens qui vont nous écouter, les auditrices et les auditeurs du podcast, il y en a aussi qui sont dans les démarches pour se lancer, qui sont tout Mhm. jeunes coachs et qui sont peut-être salariés et qui pensent à faire cette transition vers l'indépendance. Moi, je suis convaincu de l'importance de travailler dans une salle comme staff, comme instructeur ou comme Mhm. manager, ou de donner des cours co avant de démarrer son activité de coaching de personal training. Mhm. Mais c'est vrai que ça ne fait pas forcément rêver les gens, le job en lui-même. Et donc, ils veulent faire l'impasse et passer directement sur le PT. Mais c'est vrai que pour moi, c'est une étape importante. Donc, c'est cool que tu penses que ça le soit aussi. Ouais, et bah, même si ça fait pas rêver, je pense que ça t'oblige à faire des tâches que plus tard, quand tu seras indépendant, que tu auras ton entreprise, il faudra tout de même les faire. Euh, Tellement. ah, tu vois ce que c'est, tu as toujours des tâches que tu aimerais bien mettre de côté, mais vu que tu es seul et que tu es vraiment dépendant de toi-même, tu n'as pas le choix de les faire. Et je pense que Mhm. passer par cette étape de travail en équipe et de travailler dans une boîte, ça te met déjà dans ce rythme-là de faire les autres tâches qui c'est pas que le coaching, quoi. Mhm. Tu as fait tes formations il y a combien de temps? C'était en 2018-2019. Ouais. J'ai fini l'examen en ouais, presque la moitié de l'année en 2019, si je dis pas de Ok. bêtises. Ouais. Et initialement, avant de faire ta reconversion dans le domaine du fitness et avant de faire ta formation, Mhm. tu avais un CFC, tu avais bossé dans d'autres industries? Alors, moi, j'ai quitté le CO, donc l'école obligatoire. Je suis parti dans une année d'apprentissage en menuiserie. Ouais. Ça s'est très mal passé. Ok. Du coup, au secours, j'ai dû partir très vite de cette place. Donc, ce que je voulais faire, moi, c'était des études, déjà à Ouais. la base. Le problème, c'est que à l'école obligatoire, j'avais pas le niveau requis pour aller même pour passer les examens d'entrée, en Mhm. fait, au collège. Mais je me suis quand même dit à ce moment-là, écoute, si tu tentes pas, tu n'auras jamais la réponse. Donc, en fait, je me suis pointé au collège. J'ai posé un dossier. Je leur ai dit, écoutez, moi, je veux passer les examens. Ils m'ont donné la condition d'avoir juste un minimum de 4-7 à l'école quand j'étais en apprentissage. Mhm. Et par la suite, j'ai pu, après ma première année, de partir de l'apprentissage pour aller au collège. Ok. Du coup, là, j'ai fait le CG Ouais. en social. J'ai eu mon diplôme à l'ECG et ensuite j'ai voulu continuer pour aller au gymnase. Donc je suis passé en deuxième gymnase en maths plus et physique appliquée. Aïe. Bien hardcore, mais en fait à la base j'étais pas du tout destiné à venir dans le domaine du coaching. Moi je voulais Mhm. être enseignant en mathématiques et en physique. Et c'est vraiment après suite à aussi un événement personnel où j'ai découvert le milieu du sport et du fitness. Mhm. Où là, après, j'ai fait un choix en fait entre le soir faire ses devoirs au collège ou aller à la salle. Allez, à la salle. Et petit à Yes. petit, et c'est ça, et petit à petit, à partir, c'était 2016, du coup, fin 2016, et puis là, je m'étais inscrit à la salle, j'ai vraiment pris goût, et petit à petit, je me suis renseigné comment rentrer dans ce milieu-là d'un point de vue professionnel, quoi. Ok. Est-ce que tu serais d'accord de nous parler de cet événement personnel qui t'a fait découvrir le monde du fitness? J'ai Oui, bien j'ai- sûr, j'ai pour une moi. idée, j'ai une idée, j'ai une idée. Ouais. Mais voilà. Bien sûr. Ouais, alors moi, quand j'avais 19 ans, donc on m'a diagnostiqué un cancer, Ouais. donc au bras gauche. Donc ça n'a pas été une très très bonne année en 2016 du coup. Mhm. Ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Avant ça, j'étais quelqu'un qui était classique jeune, hein, la fête du jeudi au dimanche, les sorties, le sport de côté. Allez, on Solide. envoie 5-6 Red Bull par jour. Voilà, c'était un peu la Je vois bien. débauche. Je Tu vois vois, bien, je vois très bien même. tu vois un peu le genre. Ouais, ouais, Et, tout euh, à fait. ça m'a vraiment fait prendre conscience quand tu te retrouves dans le lit d'hôpital, de dire, bon, écoute, il y a peut-être moyen de faire quelque chose pour améliorer ta qualité de vie, prendre soin de toi.
Et c'est vraiment comme ça que j'ai eu ce déclic à ce moment-là. Bah, Mhm. aussi, en parenthèse, quand j'étais à l'hôpital, ben, c'est là où j'allais un peu plus sur YouTube et puis j'ai découvert les premières chaînes de l'époque. Bah, tu avais Thibaut InShape à ce moment-là qui commençait aussi les vidéos et tout. Et c'est comme ça que je me suis mis vraiment à me passionner de ce milieu-là et à vouloir changer vraiment de mode de vie Mhm. pour un mode de vie beaucoup plus sain, quoi. Ok. Euh, Au bras. Ouais. Ça s'est dépisté comment? Bah, simplement visible, en fait, Ok. tu voyais une grosseur vraiment comme un kyste. Bon, Ok. à la base, j'allais comme ça, hein, bon, c'était un kyste, quelque chose de répandu en plus génétiquement, donc je me suis dit, bon, bah, normal, quoi. Et Ouais. la première fois, il essaie de faire l'opération, ça se passe pas bien, il n'arrive pas à retirer la totalité, ça repousse deux, trois fois plus gros, on reva une deuxième fois, ça se passe de nouveau pas très bien, il envoie aux analyses, et puis suite aux analyses, c'est là qu'il découvre ce que c'est directement, quoi. Ok. Ouais. T'as morflé? J'ai vraiment morflé, ouais. Parce qu'ils m'ont quand même retiré bah, si tu veux, ils font des marges au niveau autour du coup de la tumeur cancéreuse. Et du coup, ils m'ont retiré quand même une partie du triceps. Et par-dessus, ils ont greffé du coup une peau bah, qu'ils ont pris dans le dos. Et c'est clair que ouais, tu le sens Oui. bien. Parce qu'au début, tu n'as vraiment plus que ton muscle et une peau qui fait 3 millimètres d'épais par-dessus. Donc, je me prenais un léger coup de coude dans le train ou autre comme ça dans le bras. C'était ouais, à deux doigts de vomir. C'était Ok. pas ouf, quoi. Parce que j'ai voulu vraiment continuer à aller aux études, aller à l'école. Parce qu'on m'a demandé si je voulais être à l'arrêt à ce moment-là. J'ai dit que non. Bah, c'était important que je puisse aller voir du monde, que je puisse quand même encore suivre mon cursus. Et ça me faisait du bien mentalement de pouvoir être toujours bah, avec les camarades et autres. Donc, bah, j'allais quand même à l'école avec le bandage qui était mais, énorme pour pouvoir y aller, quoi. Ok. Est-ce que tu as fait donc il y a eu une opération, est-ce que tu as aussi eu le droit à de la chimio? Non, Ok. heureusement, pas de traitement. Des fois, j'en rigole beaucoup parce que je dis que je suis sorti de l'hôpital avec une boîte de Dafalgan, et ce qui est le cas. Ok. Donc, finalement, j'ai pas eu de lourd traitement. Et après, tant mieux de ce côté-là. Maintenant, c'est vrai que j'ai eu quelques interventions au début qui étaient inutiles. Que s'il y avait eu les choses bien faites, une biopsie, j'aurais peut-être pas eu besoin de retirer autant de parties musculaires aussi. Mhm. Bon, après, voilà, ça, c'est des erreurs sur lesquelles je ne vais pas trop revenir dessus, mais c'est. Ouais, donc que la chirurgie a suffi par rapport à ça. Mais j'ai quand même eu ouais, 5 opérations du coup au niveau du bras, quoi. C'est non négligeable, on va dire ça comme ça. Ouais, C'est c'est. non négligeable. Ok. Ouais, puis après, c'est surtout la partie mentale, quoi. À Mhm. 19 ans, tu te dis, ouais, au secours, quoi. D'autres choses à foutre en fait. Ouais, vraiment. Gars. Les gars, vous me saulez là. C'est Ça vraiment va ça. pas du tout dans mon schedule. Là, sur ma Ouais, to-do list, c'était pas inscrit. Ok. pas mon projet. Euh, Aujourd'hui, comment est-ce que tu. Alors attends, je rewind. Euh, Quel est l'impact de cet événement sur ta personne en tant que coach aujourd'hui? Moi, ça me permet vraiment de mettre vraiment l'accent sur la prise en charge de la personne. Mhm. Je vais vraiment mettre du cœur dans ce que je fais, de la passion dans ce que je fais, parce que ça vient de toi, hein, la phrase que je vais sortir, je me rappelle des cours. La personne, elle vient avec sa petite boîte, elle te la donne. La fameuse boîte. La fameuse boîte à problème, et toute sa vie et tout, elle te la donne, elle te la confie. Et c'est vraiment ça. Et moi, j'ai vraiment à cœur de pouvoir aider vraiment les gens et pas simplement faire de l'argent dessus. Parce que si je voulais faire que de l'argent, ça ferait longtemps que j'aurais fait que du coaching online, sans du tout mettre l'accent sur le présentiel, en faisant que des formations purement marketing et puis avoir que des numéros de dossier à traiter finalement. Euh, alors, je préfère avoir encore ce contact vraiment avec la personne. Et c'est clair que cet événement, je pense que ça m'a permis d'être un peu plus, ouais, de plus aimer les gens en général grâce à ça, quoi. Mhm. Est-ce Mm. que au sortir, les premiers temps, est-ce que tu as eu une phase qui se retrouve des fois chez les gens qui ont traversé quelque chose de très difficile, un espèce de mépris ou plutôt une
tolérance qui est vraiment, vraiment très, très fine face aux petites problématiques et aux petits bobos des gens dans la vie de tous les jours. J'essaie de pas le montrer, mais j'avoue que parfois tu te dis, il y a plus grave dans la vie. Ton rhume, écoute, au bout d'un moment, voilà, Va à la tu vas salle. t'y remettre, voilà, tu vas t'y remettre, c'est pas un problème. Ok. Non, après, j'essaie quand même de prendre à chacun au sérieux les personnes. Et c'est peut-être horrible ce que je vais dire, mais je trouve beaucoup plus impactant de travailler avec une personne qui a des problèmes. Ça me touche beaucoup plus. Typiquement, moi, j'ai travaillé avec une fille qui souffrait d'endométriose, mais très, très grave, Mhm, à tel point que, elle pouvait même plus se lever le matin seule. C'était sa maman qui venait tous les matins la lever du lit. mhm, On a fait pas mal de séances de coaching ensemble, la réinsertion sportive, et travail au niveau du mouvement, la ceinture abdominale. Et puis, bah, une fois, je reçois un message et elle me dit, écoute, c'est la première fois depuis des années que ce matin, je me suis levé seul. mhm. Et là, j'ai compris, je me suis dit, ouais, ça te fait quelque chose. C'est ouf, hein. Et du coup, c'est là que je me suis dit, ouais, ça, c'est quand même, ça a aidé vraiment, sincèrement, une personne pour une vraie problématique, quoi. Mhm. Ok, je vois bien. Euh, Aujourd'hui, tu dirais que c'est parmi toutes les valeurs que tu peux avoir, ce serait laquelle qui est un petit peu voilà, une valeur phare chez toi et qui est satisfaite et nourrie à travers le travail que tu fais? Hum, Moi, je dirais que le plus important, c'est la discipline. Ok. Ça, c'est vraiment la valeur la plus importante parce que finalement, c'est ce qui va vraiment faire la différence entre si tu as des résultats ou tu en as pas. Ça va être ta discipline, comment tu vas pouvoir réussir à t'adapter au travail. Mais même pour moi personnellement, hein, dans ma pratique du body, c'est que ça qui fait la différence, hein. Faire des plans de nutrition, je sais, faire des entraînements, je sais, suivre les plans, je sais, mais la discipline, c'est ce qui fait vraiment la différence, quoi. Il y a Mhm. beaucoup de gens, ils savent ce qu'ils doivent faire finalement, même des clients que j'ai en coaching qui viennent me voir pour, par exemple, de la nutrition. Ils connaissent hein, les grandes lignes de la bonne nutrition, comment bien se nourrir et autres. Il n'y a pas le déclic de la discipline. Et c'est là où moi, je vais essayer de venir leur apporter un peu de cette programmation, cette mise en place de tous les jours qui permettent en fait de garder ce fil sur le long terme, quoi. Ok. C'est quoi le plus important, discipline ou motivation? Discipline. Motivation, c'est trop fluctuant. C'est trop fluctuant. La motivation, pour moi, elle est liée par exemple à la météo, tu vois. Donc, Mais il fait pourtant, bon. là, je viens taquiner parce que j'ai envie, ça me fait plaisir. Et pourtant, à la base, ce qui te pousse à être discipliné, c'est la motivation. Ouais, je suis d'accord. Mais ça, c'est une impulsion. Du coup, ton impulsion, une fois qu'elle est passée, si elle est plus là, c'est terminé. Beaucoup de gens ont la motivation le 31 décembre. Et s'il y a derrière, il n'y a pas eu la discipline qui s'est mise, 2 janvier, il n'y a plus personne. Elle est importante, hein, je dis pas, hein, la motivation, elle est très très importante. Il faut quand même avoir quelque chose qui t'a motivé, même que ce soit une personne ou quelque chose qui te motive dans la vie, mais c'est trop instantané. Ok. C'est une vision plus large de deux vases communicants, en fait. Mhm. Et, quand l'un est un peu vide, l'autre rempli, et du coup, ça Ouais, contrebalance. Mais sinon, oui, effectivement, tu as raison. D'ailleurs, je trouve que les salles sont spécialement pleines cette première semaine de rentrée. ouais, pas mal, hein. On va voir si ça tient un peu plus On longtemps. est, on est pas mal, ouais. Mhm. Euh, Moi, je fais pas du tout. Je fais de la prépa physique, pas du tout Mhm. pour pas du tout pour le culturisme. Euh, j'ai le sentiment, vu de l'extérieur, que l'investissement émotionnel du préparateur est beaucoup plus important dans le body que dans les autres sports. Parce que Ok. j'ai le sentiment que pour pouvoir monter sur scène, se mettre à nu, entre guillemets, devant les gens, être jugé Mhm. sur son physique et pas sur une performance sportive, Mhm. plus le fait de devoir faire des sèches, faire des prises de masse, j'ai l'impression qu'émotionnellement, ça a l'air beaucoup plus compliqué à gérer. Comment est-ce Oui. que toi, tu fais ça avec tes athlètes? Bah là, on passe vraiment dans la partie plus préparation mentale, du coup. Mhm. C'est clair, comme tu disais, il y a différentes phases, prise de masse, sèche. Généralement, la prise de masse,
Ça se passe assez bien. C'est pas le plus compliqué parce que bon, bah, les gens, il faut juste manger. Après, moi, ce que je fais avec les athlètes, c'est que j'ai un contact très, très proche avec eux. On se voit régulièrement. On se contacte beaucoup plus que la moyenne des gens, je dirais. Mhm. Euh, et après, ce qui est spécifiquement, par exemple, pour la partie de la sèche, alors là, on va vraiment faire de la préparation mentale, de la visualisation, de rappeler ben, qu'est-ce qu'étaient les objectifs de base, pourquoi la personne, elle s'est lancée dans ce défi, et puis essayer de remettre du sens, en fait, parce que c'est clair que quand tu es au bout d'une sèche, des fois, le sens de... Tu te poses la question pourquoi tu t'infliges ça, en fait, vraiment. Et tu perds le cap et tu te dis, mais ça sert à rien ce que je fais, ça va rien m'apporter. Je suis Et tu te complètement poses con! complètement con. C'est vraiment ça. C'est vraiment le. Je suis complètement con. Euh, Pourtant, tu recommences chaque année, hein, mais tu te dis ça et c'est là que c'est important d'avoir quelqu'un, un mentor qui te dise, écoute, on s'est vu pour ça, tes objectifs c'est ça, tu as déjà fait tout ça comme parcours et tu vas avoir telle et telle gratification une fois que tu vas avoir fait ta scène et tout. Et puis vraiment, c'est essayer de recadrer les émotions d'une personne. Alors après, soit tu mets en place des outils très très connus, j'ai envie de dire, comme bah, le travail sur la respiration, la visualisation. Ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place. Moi, Mhm. j'aime beaucoup, par exemple, le fait d'aller marcher le soir, vraiment vider la tête, tranquillement faire de la marche. En plus, bah, ça fait monter au niveau de tes nombres de pas dans la journée, donc ça, c'est parfait. La visualisation, peut-être pour ceux qui n'ont jamais fait de scène aussi, que c'est leur première, ben, s'imaginer ce que c'est une scène. Quand j'arrive en haut, il y aura plein de personnes, des gens que je connais. Comme tu disais, on est presque mis à nu, hein, on n'a plus beaucoup de vêtements sur scène non plus. Donc, visualiser tout ce qui peut se passer comme émotion pour essayer de le préparer au maximum. Quitte Ok. à même des fois faire pas des fausses compétitions, mais s'habituer à avoir déjà du monde qui te regarde dans un certain contexte Mhm. pour vraiment dire, bah, essayer de répéter le truc au maximum, quoi. Ok. Ouais, genre, dans un entraînement de posing, tu fais venir du monde pour qu'il regarde la personne et que. Totalement, Ok. exactement. Ouais. Bah là, moi, pour les posings, bah, pour cette année, j'ai 5 athlètes qui vont monter sur scène. Donc, on fait aussi des posings, pas que individuels, mais aussi en groupe, ce Ouais. qui permet d'avoir bah, déjà quelques regards et puis se comparer aussi, quoi. Ok. D'accord. Euh, Comment tu as géré la double casquette c'était Budapest, t'as dit en début de podcast? Ouais, Ouais. Comment tu as géré la double casquette de préparateur physique pour une compète et athlète de la même compète? très mal. Non, mais parce que Non, moi, horrible, franchement. alors, dans mes sports, moi, je viens des sports de combat. Mhm. Et en fait, je me suis toujours rendu compte que les très très bons coachs de sport de combat, c'est ceux qui ne boxaient pas avec leurs Oui, élèves pendant la session. ouais, c'est ça. Voilà. Non, vraiment. Et qu'en général, quand ça décrochait, c'est que le mec, à un moment donné, mettait les gants et puis il commençait à venir se bagarrer. Et c'est vrai que moi, en coaching, bah, en fait, je m'entraîne jamais avec mes clients parce que soit je m'entraîne mal, soit je les coach mal. Ouais, Donc, du ouais. coup, ma question, c'est comment ça s'est passé? Bah, je dirais, bon, d'un point de vue des entraînements, vu que c'était pas du tout la même prog, ça, c'est pas un problème. Elle faisait sa programmation de son côté, moi de la mienne, donc ça, c'était pas un problème. Je dirais, le plus compliqué, c'est vraiment la dernière semaine à gérer, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de paramètres à faire. Euh, Très, très précis sur la nutrition. Et bah, on joue aussi avec l'eau hein, du corps, donc on essaie de enlever, retirer l'eau du corps, donc il faut faire de la nutrition très précise, il faut avoir des bilans qui sont pratiquement journaliers au niveau des photos, au niveau des mensurations. Et après, il y a tout l'aspect aussi le jour J de la compétition où bah, toi, tu es déjà bien émotionnellement là parce que toi aussi, tu montes sur scène et sur quand même un championnat du monde, donc tu as quand même le stress qui est présent. En même temps, tu as la personne que tu prépares à côté qui est dans le même état, mais il faut aussi la gérer. C'est pas évident, c'était vraiment un jonglage. Après, ce qui était cool, c'est que là, par rapport à où on a été à Budapest, on a été en team. Donc, c'était tous les athlètes suisses, on est partis ensemble. Mhm. Ce qui a permis que bah, si tout à coup, pendant 5 minutes, j'étais pas avec la personne et avec quelqu'un d'autre qui pouvait prendre un petit peu le relais Ok. avec elle. Et puis, moi, de mon côté, bah, j'avais ma copine aussi qui était là pour gérer avec moi aussi bah, mon propre échauffement juste avant la scène. Donc, c'était du jonglage. Mais c'est pour ça que cette année, moi, je monte pas sur scène. 5 athlètes, jamais je monte sur scène avec 5 athlètes en préparation. C'est pas possible, quoi. Tu m'étonnes. Non, je pourrais, mais après, ce serait pas correct pour eux.
Mhm. Franchement, ils cherchent aussi à avoir un coaching de qualité, que le coach il soit présent. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les coachs qui sont à distance, par exemple, et qui ne sont pas présents sur les compétitions. Euh, alors, je peux comprendre, hein, pas tout le monde peut faire un voyage du Portugal ou de l'Espagne pour venir à une compétition en Suisse. Mais tu vois, hein, tout de suite, l'athlète qui est tout seul dans le backstage, qui n'a pas son coach, qui n'a personne pour l'aider. Moi, ça m'est déjà arrivé c'était où? En Allemagne, on avait été aussi. C'est moi qui ai fait le TAN d'un des athlètes que je connaissais à peine parce qu'il avait personne avec lui. Il a été seul à sa compétition. Donc, Ouais, c'est puis c'est compliqué, chaud de quoi. te tanner le cul tout seul, quoi. C'est très compliqué quand même, ouais. Enfin, les fesses, ça peut aller, mais si t'es déjà bien bâti pour être tanné la colonne vertébrale, ça va être Je t'appelle le compliqué. dos, t'oublies. Ok. Mais c'est ça, donc. Ouais. Donc, du coup, toi, tu coaches, mais est-ce que toi, tu as un coach? J'en ai eu plusieurs, hein, Ouais. et ça, c'est aussi une très bonne remarque. C'est franchement, même en tant que coach, il faut avoir des coachs. Parce que moi, j'ai aussi appris beaucoup de méthodes de coaching. Je sais pas, j'en ai peut-être eu 4, 5 coachs différents depuis 2016 que je pratique, de tous les niveaux, de toutes les façons de travailler différentes. Euh, Ça m'a apporté énormément, à la fois sur le personnel, à la fois sur le pro, de voir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce que c'est les bonnes méthodes, qu'est-ce qui fonctionne peut-être moins bien. Là, actuellement, j'en ai pas parce que je suis sur une phase de prise de masse et de off durant toute l'année 2025, pratiquement. Donc, moi, je vais commencer ma prépa sèche fin 2025 pour les compétitions en 2026. À voir sur le moment présent si j'aurais besoin d'un coach. Je pense que oui, il faudra bien quelqu'un sur les derniers temps pour cet aspect gestion mentale et autres. Est-ce que je prendrais un coach sportif ou un préparateur physique? À voir. Ou est-ce que je prendrais pas directement un préparateur mental pour cette gestion-là, quoi. Parce Mhm. que finalement, le dernier coach que j'ai appris beaucoup de choses avec lui, mais je dirais qu'en tout cas, facilement, le 90% de ce qu'il m'a mis dans sa prog, c'est quelque chose que je mettais déjà en place moi-même. Et après, c'était peut-être des petites astuces, des petites choses en plus dues à son expérience qui était un petit peu supérieure à la mienne. Voilà, quoi. Mhm. Ah, tu prêches un convaincu, hein. J'ai moi-même un coach. Ouais. J'ai moi-même un coach, alors qu'une partie de mon job, c'est de former des autres coachs. J'ai moi-même Mhm. deux mentors, alors qu'une partie de mon job, c'est d'accompagner les coachs dans le développement de leur business. Mais Ouais. tu n'es jamais assez objectif avec toi-même parce que tu as toujours la tête dans le guidon. Mais Euh, c'est ça. et donc, c'est compliqué. Mhm. Aujourd'hui, si tu devais prendre un coach, tu le choisirais sur la base de quels critères? Parce que, étant donné que tu es Moi, un coach, ça ouais. doit faire de toi quelqu'un d'un peu casse-couille dans le choix de son coach. Ouais. Généralement, moi, c'est une conversation comme ça. Déjà, Ouais. hein. Ça commence par plein de questions de sa méthode de travail, sa vision, comment il bosse, s'il a des outils, ou s'il m'envoie un SMS ou un Word. Euh, c'est vraiment, il faut que, voilà, que le gars il soit sérieux. Maintenant, je fais très attention. Je prendrai jamais un coach, comment dire, influenceur ou célèbre, Mhm. parce que moi, j'ai toujours du mal avec cette vision-là. T'imagines, tu prends, allez, le coach le plus reconnu en Espagne. Qu'est-ce qu'il en a à faire de toi, du petit gars à Bulle, en Gruyère, en Suisse, qui veut faire ses compétitions au niveau régional et national? T'es sûr, allez, à 80% que tu as un copier-coller, puis il a juste changé ton nom sur la feuille, et finalement, il va pas prendre soin de toi, tu vois. Mhm. Donc, c'est très difficile. Je prendrais un coach qui est proche, au plus proche possible, que je puisse aussi le voir physiquement, peut-être de temps en temps, et sur lequel vraiment il n'a pas une grosse image importante sur les réseaux non plus, quoi. Ok. Après, c'est difficile parce que tu cherches quand même quelqu'un de compétent. Et généralement, quand la personne est compétente, elle va avoir plus de visibilité aussi. Il faut réussir à avoir ce juste milieu. Mais en tout cas, j'irai pas chercher un coach qui prépare aujourd'hui des personnes, par exemple, pour Olympia, à mon niveau. Ça serait absurde, quoi. Ouais. Ça serait absurde. Ok. C'est quoi le plus grand défi auquel tu as fait face en te lançant en tant que coach indépendant? Hum, Grand défi. C'est vraiment je dirais la mise en place du tout, en fait. La vague de tout ce que tu dois faire que peut-être tu n'as pas prévu à l'avance. Mhm. Pas forcément que dans le milieu du coaching, mais aussi de l'administration, tout ce que tu dois mettre en place, la compta, tout ça. C'est peut-être des choses qu'on oublie un peu. Mais en Suisse, il y a quand même des règles à respecter. Euh, Petit peu. oui, Un petit peu. un petit peu. Un petit peu. Et du coup, c'est plutôt cet élan de toute cette paperasse et tout, auquel j'étais moins préparé. Euh, le plus grand défi pour moi, c'est d'avoir repris l'entreprise, donc dans le complément alimentaire l'année passée, en même temps que d'être en prépa pour monde.
et en même temps d'avoir quelqu'un qui préparait sa compétition pour monde. Et c'était, bon, c'est fait maintenant, je suis content, je suis heureux de l'avoir fait, mais je ne referai pas. Bosser du 14-16 heures par jour, plus les entraînements, non, je ne referai pas ça. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes que tu le referais pas. Ouais. Ok. Euh, en dehors en dehors du job, je Mhm. vois des mangas derrière toi. Ouais, exact. Je t'ai racheté d'ailleurs, merci, une partie de comics. Oui, ouais. En dehors de la salle et en dehors du job, c'est quoi que tu aimes bien faire? Bah, je suis un énorme geek, donc tu sais, des fois ça va peut-être pas forcément avec, mais bah, je joue énormément quand même aux jeux vidéo. Je joue pas mal. Donc ça, Tu vois je quoi? trouve bien. Soit sur PC, du multi, comme Apex, Overwatch, League of Legends, pas mal de jeux dans ce style-là. Mhm. Ou si je veux plutôt être tranquille, je joue sur console, et là, je fais des jeux plutôt d'aventure. The Witcher 3, bah là, j'ai fait le dernier Astrobot aussi qui est sorti. Plus ce style-là, posé Ok. dans le salon, tranquille, quoi. La- Après ça, sinon, l- pas mal de. Je fais aussi de la peinture sur figurine Warhammer. ok. Ah ouais, le Donc ça, bon c'est. geek, quoi. Ouais, quand même bien. Bon Donc, geek. Ok. Et Euh, c'est la ça, quoi. question qui va stopper peut-être le podcast là tout de suite, c'est quoi comme console? PS5. Ah, alors ça va, c'est bon, on peut C'est continuer. bon. Ah, ça va, ça va. Ok. Ok, donc t'es un geek. Ça Ouais. marche. Et donc ça, et puis c'est quoi c'est quoi ta soupape de décompression? Parce que les coachs, enfin, les indépendants de manière générale, on a tendance à être souvent en fond de cinquième. Mhm. Euh, voilà, à part l'entraînement, parce que l'entraînement, je pense que c'est pour nous toutes et nous tous une soupape de décompression, mais ça fait qu'on sort toujours pas du job. Mhm. Mhm. C'est quoi, Totalement. toi, hormis les jeux vidéo, hormis voilà, la geek attitude, c'est quoi ta soupape de décompression? Bah, j'allais dire justement, c'est plutôt ce côté-là, en fait, Ok. d'avoir des gens qui sont pas dans le milieu, même de l'entourage, des amis qui sont pas dans le milieu du body, fitness ou autre. Ça me permet vraiment des fois de plus penser à ce milieu-là du tout Mhm. et être que ben, soit dans la lecture de manga ou comics ou dans la Mhm. peinture de figurines ou dans le jeu vidéo et on n'est vraiment pas dans ce milieu fitness body. Ça m'aide énormément à décrocher aussi la tête parce qu'en fait finalement tout se réunit là, autour de mon travail et tu as l'impression que finalement tu bosses H24 si tu fais pas attention. Et mais voilà, comme tu dis, même tu vas t'entraîner, finalement, c'est quand même dans le domaine de ton travail. Tu croises des gens qui vont te poser des questions, tu es quand même dans le travail. Il faut faire très attention, je trouve, à ces signes qui sont pas forcément visibles au début, mais que tu te retrouves même un dimanche à discuter de travail sans faire exprès parce que tu t'entraînes et qu'un jour tu réalises, en fait, je bosse 7 sur 7. Et tu prends plus le temps vraiment d'avoir une coupure où tu mets body, fitness, coaching, hop, de côté. Moi, ce que Mhm. j'ai fait, par exemple, c'est déjà avoir deux téléphones bien distincts. J'ai un Ok. téléphone professionnel, un téléphone privé. Ça, c'était la chose que j'ai mis en place très, très rapidement parce que je savais que sinon, j'allais être submergé au niveau des messages. Et inconsciemment, tu as 5 minutes, tu regardes les messages. Au début, tu dis que tu ne travailles pas, tu ne considères pas ça comme du travail, tu te tiens juste informé. Mais tout au long des mois, ça a quand même un impact sur toi, quoi. Mhm. Ouais. C'est bien que tu fasses remonter l'importance de breaker, mettre de côté Mhm. et faire autre chose. Et ça, c'est un truc que je redis souvent, hein. C'est pas parce qu'on est passionné, qu'on adore ce qu'on fait, qu'on peut pas s'envoyer la tête dans le mur. Ouais, totalement. Avec un moment donné, on a quand même besoin de souffler. Mhm. Ok. C'est quoi que tu cherches à accomplir à travers tout ce que tu fais? J'ai plein de projets encore. Ah, bah, J'ai c'est plein, cool. plein, plein de projets. Non, Ok. alors, j'ai vraiment, ça, c'est peut-être un problème de ma part, mais que mes proches me disent, c'est que j'ai trop de projets. Mais bon, c'est toujours bien. Mais euh, je dirais, en tout cas, dans le pro, bon, là, stabiliser encore cette année, vraiment la reprise de l'entreprise dans le complément alimentaire, dans la salle du coaching. À côté, j'aimerais bien encore accomplir, développer encore plus cet aspect de coaching. Là, je cherche aussi un peu dans quelle tranche vraiment je deviens vraiment plus spécialiste et le reste plutôt généraliste parce que je fais encore un petit peu pas mal
de différence dans le coaching, tu vois, comme du post physio, comme de la perte de poids, comme de la prépa, donc je cherche aussi des domaines où je peux plus me spécialiser. Euh, Ça, dans le côté pro, d'autres projets aussi en cours sur éventuellement une future marque, peut-être, pour le complément alimentaire, à voir, ça c'est quelque chose qui est en cours. Marque de vêtements, éventuellement. C'est des trucs qui sont pas très importants, mais qui sont toujours dans la tête, que j'aimerais bien développer. Et puis sur le côté perso, ben, au milieu du body, j'aimerais bien aller chercher, ben, entre guillemets, le plus loin que je peux, tant que je peux. Après, pour moi, le body, ça reste une passion vraiment. Et le jour où je dois arrêter, où je veux arrêter, c'est pas quelque chose qui va me poser problème. C'est pour ça que je garde l'importance d'avoir quelque chose à côté, comme cet univers un peu pop culture et geek. C'est que je suis pas rattaché que au bodybuilding. Et je fais attention aussi que mon métier de coaching soit pas rattaché au bodybuilding. C'est-à-dire que toute ma com, tout n'est pas par rapport à mon physique, n'est pas par rapport au body, parce que le jour où j'ai plus le physique, j'ai plus le body, si tu as vraiment rattaché ta com et ton coaching là-dessus, bah, du jour au lendemain, tu risques de tout perdre en fait. J'adore ce que tu viens de dire. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, si tu as un joli cul et qu'à côté de ça, tu es compétent, bah, c'est Ouais, bien. comme Mais beau. si Ouais, ton argument de vente, c'est que d'avoir un joli boule, ah, et ben, le jour où ton cul est tout flétri, tu fais comment? c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Et ouais. Dans ce milieu du body, parce que moi, c'est pas mon univers, hein, je connais j'ai des potes qui ont pratiqué, j'en vois, enfin Mhm. voilà, j'ai une bonne idée de ce que ça représente quand même, mais voilà, c'est pas mon univers. Tu connais des gens qui justement se sont retrouvés confrontés à ça? Mon image, c'est mon physique, et quand mon physique dépérit, bah, en fait, j'ai plus rien, et puis je me retrouve dans la sauce. Ouais, j'en ai eu connu. J'en ai eu connu quand même quelques-uns à ce niveau-là. Et en fait, c'est là où ils rentrent dans des dérives très très dangereuses pour leur santé parce qu'ils vont mettre le paquet sur ce qu'il faudrait pas mettre et pour maintenir un physique, pour maintenir le niveau de vie et vivre. Et, euh, et c'est là qu'en fait tu tombes dans la dépendance même de ton physique. Et oui, j'en ai connu quelques-uns. Et c'est dramatique parce que finalement, ils rentrent dans un système d'autodestruction mais de santé totale pour survivre, pour avoir un minimum de rentrée d'argent, et pas que du coaching, hein, mais au niveau des sponsors, hein, le jour Mhm. où tu fais plus de résultats, où tu n'as plus de physique, ton sponsor, je sais pas quelle marque je pourrais citer, mais dans le sport ou autre, tu vois, bah, il va te lâcher, c'est sûr. Mhm. Donc, c'est très, très dangereux. Et ouais, j'en ai connu quelques-uns quand même qui ont malheureusement tout misé là-dessus. C'est génial, hein, ils sont tout fiers hein, sur les réseaux à mettre que ah, j'ai fait du 15K ce mois, j'ai fait du 20K ce mois. Ok, très bien, joli pour toi, bravo. Mais ouais, la répercussion derrière, après, Ouais. c'est ça, quoi. Surtout que c'est sur le long terme, hein. C'est Mais sur le oui, long terme, et à un moment bah, donné, enfin, on va quand même être amené à être vieux, à un moment donné. oui, Et totalement. ouais. Bah, c'est ça. Il faut prendre conscience que ton physique, comme tu disais avant, tu as un beau boule, ça va pas rester jusqu'à la fin de ta vie. Et si dès aujourd'hui, t'as pas pris euh, les devants pour, bah, mais c'est con, hein, mais je connais beaucoup de coachs qui font, typiquement, ils font pas de deuxième ou de troisième pilier. Ils se déclarent pas forcément tout ce qu'ils ont au niveau de la VS et tout. Moi, je me pose la question, le jour où ils seront vraiment vieux, dans quelle situation de vie ils vont être, quand ils auront éclaté par mois tout leur fric, Dans la s'ils merde. épargnent pas, bah, ça va être compliqué, tu vois. Donc, je suis très prudent, moi, par rapport à ça, parce que c'est vraiment un investissement sur le long terme. Pour moi, le pire échec que je pourrais avoir, ce serait entre guillemets, de re-rentrer dans l'industrie, bah, d'être un employé, tu vois, d'avoir perdu mon indépendance. Pas forcément du domaine du coaching, mais avoir la possibilité d'être indépendant, Mhm. c'est ce qui m'impacterait le plus, quoi. Ouais. On n'a pas dit évidemment que être salarié, c'est pas bien. Pas du tout, c'est pas ça. C'est juste que si toute ta vie, tu as réussi à être plus ou moins indépendant et parce que tu n'as pas su t'assurer, tu n'as pas su épargner ou mettre ou déclarer bah, pour l'AVS ou autre, et puis que tu te retrouves à 60 ans, tu es obligé de travailler, est-ce que vraiment, Ouais, sur le moment même, tu vas te dire, ah, trop bien, j'ai réussi ma vie? Ah, je sais pas ouais. trop, tu vois. C'est des Mais choix. Après, enfin, il y a plusieurs choses que tu as dit et que je trouve très bien. Tu as parlé d'être nourri par différents univers, le mhm, body, voilà, enfin, d'avoir quand même des passions et des hobbies, et puis mhm, de faire quelque chose de constructif sur le long terme. mhm. Ouais, Moi, j'ai eu l'exemple de mon père qui a été indépendant toute sa vie, je crois, à partir de l'âge de 23 ans. Il est mort à 8 ans de 3, donc en fait, pendant 60 ans, il a été indépendant.
Et le truc, Mhm. c'est que arrivé à la retraite, comme il n'avait pas déclaré, enfin, il faisait du black, et donc il se mettait de l'argent dans les fouilles. Bah, Ouais. arrivé à la retraite et à l'AVS, bah, à l'AVS, ils lui ont dit, bah voilà, on va se baser sur ce que vous avez déclaré. Et donc, Ah, c'était super. vraiment pas assez. Et donc, du Ouais. coup, il a dû continuer à travailler parce que Mhm. sinon, il n'aurait pas eu assez de rentrée d'argent. Et en plus de ça, il a continué à travailler parce qu'il avait absolument aucun autre centre d'intérêt. Ouais. Et ben voilà, bah après, bon, bah, malheureusement, il est décédé. Mais c'est vrai Mhm. que il tenait la barre, il tenait la barre, il tenait la barre. Et en fait, il est parti le jour où on a fermé son magasin et que c'est bon, c'était réglé. Le lendemain, il Ah était ouais. parti. Donc, Ouais. c'est vrai que moi, c'est avoir été confronté à ça, et je pense comme un peu toi, avoir été confronté à ces gens qui, bon, bah voilà, se mettent dans un espèce de cercle autodestructeur, ça nous fait, Mhm. nous, prendre conscience que, bon, on va peut-être faire les choses différemment, hein, parce que sinon, ça va être C'est le ça. bordel. C'est ça, ouais. Ouais. Exactement. Un minimum quand même de sécurité d'avenir. Je sais qu'on a envie de vivre le moment présent, on est tout content parce que ça fonctionne et tout. Mais il faut déjà avoir cette vision quand même plus lointaine. C'est vachement important. Puis c'est bien, c'est juste ce que tu dis. Il y a des gens qui sont vraiment fixés que sur leur passion ou que sur une chose dans la vie. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec ces gens-là. Je me suis retrouvé avec, des fois dans une soirée, tu te retrouves à vouloir discuter avec une personne qui est matrixée que par le fitness, mais vraiment H24 et que ça. Oh mon Dieu, le sujet de conversation, ça tourne en rond, quoi. Bench, C'est pas, squat, deadlift. Bench, squat, deadlift. Dips. ouais, c'est pas intéressant, quoi. Au bout d'un moment, t'as fait le tour et puis Ouais. tellement de choses dans la vie. Tu fais quoi quand le soir? Je m'entraîne. Ah, je regarde des vidéos de fit. C'est chacun fait ce qu'il veut. Chacun est libre de vivre sa vie comme il veut. Mais Ouais, je trouve ça triste, quoi. on Mais bon. passe à côté de beaucoup de choses. Et il y a un autre Mhm. truc qui est hyper important. Alors, si à la limite, tu as ton job, à côté, tu vas à la salle et que tu fais Mhm. ça, bon, bah voilà, passe encore. Mais si tu as zéro culture générale, et c'est une discussion que j'avais eue avec Didier Rice dans le podcast, Ouais, si tu as zéro culture générale, ben, tes séances avec tes clients, elles vont être longues, hein. c'est Parce que long, tes hein. clients, le fit, Ouais. c'est pas leur passion, hein. Non. Ah non, non, non. Tu vois très bien que les conversations, c'est pas fit hein, avec les clients. Tu parles d'actualité, tu parles de ci, de ça. Ouais. C'est Ah, je important suis tout de, à fait d'accord avec ce que tu dis, hein. Ça, c'est c'est bien, important de ouais. jouer son esprit. Euh, c'est quoi le revers de la médaille d'être son propre patron, d'être indépendant? Tu as parlé des bons côtés, Mhm. mais voilà, s'il y a un côté Alors, lumineux, ça veut ouais. dire qu'il y a le côté obscur de la force de l'autre côté. Tu dirais que c'est quoi Hmm. pour toi le revers de la médaille? Moi, pour moi, le plus difficile, je dirais actuellement, vu que c'est aussi le début, euh, c'est la gestion du temps et du temps libre. C'est plutôt ça. J'ai le chat qui passe droit devant. Bonjour le chat. Allez, hop! Salut le chat, bienvenue dans le podcast. Et puis du coup, c'est plutôt ça la problématique, c'est la gestion du temps. Parce que comme c'est le début, bah, tu charbonnes beaucoup, 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 beaucoup. Et bah, typiquement l'année passée, je crois que j'ai pas pris de vacances. Ouais, j'ai pris une semaine, 4 jours en septembre, 3 jours quand on est parti à Budapest. Et je crois que c'est tout, tu vois. Donc c'est plutôt ça qui est difficile. Et moi, je dirais personnellement, c'est la peur de vraiment tomber malade ou te blesser. Et que demain, ben, je peux pas aller au shop, je peux pas ouvrir le magasin, ni le centre, rien. Et que je suis coincé par rapport à ça. Parce que pour l'anecdote, typiquement, bah, vu le passif au niveau maladie que j'ai aucune assurance qui veut me prendre en charge encore. Donc, je peux pas avoir d'assurance perte de gain, je peux pas avoir certains droits au niveau des assurances. Donc, c'est quand même un poids que tu te dis, tu fais gaffe quoi, quand tu sors, puis que Mhm. c'est verglas, tu te dis, je me casse la hanche là en tombant, ça va vite être compliqué quoi. Mhm. C'est plutôt ça, je dirais, le Ok, revers de la médaille, c'est que tu as ce côté-là de sécurité un peu en moins, quoi. ok, je comprends. Mhm. Ok. Euh, it's time to quiz. Yes. Le quiz, c'est des questions qui n'ont absolument rien à voir avec tout ce dont on vient de parler. Bon, rien à voir, on s'entend. Le but, c'est que tu réfléchisses le moins possible aux réponses que tu vas donner. Penses-tu être capable de faire ça? Oui. Ok, c'est parfait. Alors, 3, 2, 1, c'est parti. Quand tu étais petit, tu jouais à quoi, Christopher? Pokémon. Ah, un aliment que tu n'aimes pas manger. Les endives. J'aime pas ça non plus.
Ton outil de travail favori? Hum, ma tablette. Ok. Une de tes Ouais. manies, si tu en as une. Hum, Mani. Non, j'en ai pas vraiment. Ok. Ta citation préférée? L'esprit sain dans un corps sain. Mhm. Un gros mot que tu dis souvent, si tu en dis. Ça me casse les couilles. Ah, c'est bien ça. Ton film favori, si tu en as un. Oh, ça c'est dur ça. Ah, il y en a plein. Allez, Un. un favori. Oh, ça fait un peu kitsch, mais Pumping Iron. Ah ouais, ça fait très kitsch. Ah, ouais, c'est important de pas être que dans le milieu du Ouais, voilà, c'est fitness. exactement ce que j'ai pensé, quoi. Ton plat favori? Hum, J'aime bien plat favori. Ah, je dirais les tacos maison. Hein? Tacos maison. Ok, tacos, mais bon, j'allais dire, t'as pas le droit de dire riz, brocoli, poulet. Non, non, Euh, pas du tout. ce que tu aimes le moins dans ton job? Payer les factures. J'avoue, c'est très chiant. Ouais. T'écoutes de la musique? Oui, beaucoup, ouais. Ok, c'est quoi la chanson du moment? Là, je suis sur Show Must Go On de Queen. Oh, c'est très bon ça. Très Ouais. très bon. Ma fille, elle adore cette musique. Euh, si tu pouvais partager un repas avec quelqu'un, quelqu'un de réel ou quelqu'un de fictif, quelqu'un qui est ou quelqu'un qui n'est malheureusement plus, Mhm. ce serait qui? Il y en a beaucoup, hein. Euh, Moi, j'aimerais bien, en général, avec des gens qui ont réussi dans leur vie, et là, bah, lié à mon expérience et à ma propre vie, avec Arnold Schwarzenegger. C'est sûr. Je la sentais arriver. Ouais. Mais Ouais, c'est oui, important de pas tout le temps au milieu du fitness. Non, non, non. Pumping mais pas que le Iron, milieu du Arnold body, Schwarzenegger. pas que le milieu du body, tu vois, pour comment il a Exact. réussi à partir de l'Autriche et Mhm. tout, et ouais, C'est ouf, franchement, hein? trop inspirant, quoi. Ok. Euh, si tu pouvais recommencer et faire un autre métier, tu ferais quoi? Celui que j'avais choisi de base, enseignant en physique. Ok. Et puis, Ouais. une lecture que tu recommandes, peu importe le domaine. Une lecture que je recommande. C'est compliqué ça aussi. Hmm, ah, Sur ton étagère derrière toi, là, l'étagère noire, il y a toute une série de livres. Ça a l'air d'être la même série, c'est quoi? ouais, ça, c'est tout des mangas. Alors, non, côté noir, ça, c'est chez ma copine. Ah, Et ça, c'est chez moi. J'ai les Berserk. Ouais, Berserk. c'est quoi? Ouais. En gros, c'est l'histoire d'un jeune, si tu veux, chevalier qui va devenir. Euh, c'est le protagoniste du coup de l'histoire. Et tu vois toute sa vie de l'enfance jusqu'à ce qu'il va réussir à arriver à un certain statut, en fait, Ok, dedans, quoi. C'est très médiéval. Et le style, c'est très, très, très dark fantasy, quoi. ok. D'accord. Ouais. On est arrivé au bout du quiz. Yes. T'as Ah, dit... mes réponses avaient du sens. Ouais, c'était bien, c'était bien, c'était bien. Tu as dit que tu aimerais bien manger avec des gens qui ont réussi leur vie. Mhm. Du coup, ça m'amène une question, pas une question, une question que j'avais pas prévu de te poser, mais du coup, vu que tu me tends la perche, je vais la saisir. Qu'est-ce que Ouais, ça veut dire réussir sa vie, c'est con, selon hein, mais toi? pour moi, réussir sa vie, c'est être heureux, tout simplement. Ok, N'importe quel métier que tu as fait ou que tu n'as pas fait ou ta situation de vie, si là tu mets un start maintenant et que tu fais le bilan et que tu dis oui, la somme de tout ce qui s'est passé dans ma vie, je suis heureux, c'est que tu as réussi ta vie. Pour moi, c'est ça le principal. ok, Après, moi, par rapport à ma vision des réussites où je me projette, c'est clair que c'est des gens inspirants qui ont vraiment monté de l'entreprise, qui ont monté, Arnold, y compris dans le milieu du body et autres. C'est plus cette vision-là, du coup, par rapport à lui, quoi. mhm, Mm. ça marche. J'entends. J'ai besoin d'un temps de réflexion. Euh... T'as eu, avant qu'ils fassent la biopsie et qu'ils envoient les analyses les analyses au laboratoire pour qu'ils découvrent que c'était une tumeur, il y a Mhm. eu combien d'opérations déjà avant ça? Deux. Du Deux? coup, il y a eu deux, mais deux très mal faites. Ok. Du coup, ça a été vraiment, ça n'a pas été fait dans la chirurgie délicate, si j'ose dire, quoi. C'était Ok. plus de la boucherie que, Chirurgie de guerre, quoi. ouais, vraiment, c'était pas agréable du tout, quoi. Mais en plus, ça, c'était même pas. Là, j'étais endormi localement.
Ouais. pour les deux premières. Et ouais, c'était infernal, quoi. Ok. Euh, t'es au... Donc, t'as fait ces deux opérations. Mhm. Tu es au moment où, en fait, tu réalises que ça revient. Le toi d'aujourd'hui peut aller parler avec le Christopher de ce moment-là. Donc, la personne qui vient de faire ces deux opérations, Ouais. qui apprend qu'en fait, ça fonctionne pas et qu'il va falloir faire des tests un peu plus approfondis. Mhm. Te dis quoi à toi-même, toi, aujourd'hui, maintenant, au Christopher de ce moment-là? Déjà, je me dirais, réponds pas au téléphone du lendemain de ton anniversaire. Ok. C'était ça? Parce que, C'était la réponse du laboratoire? ouais, même pas du laboratoire, du médecin que j'ai eu, Ok. et vraiment pas délicat, quoi. Oui, bonjour, monsieur Vial, on a reçu les analyses, vous avez un cancer, on se voit au prochain rendez-vous, belle journée. Tac. Mais quel immense connard! Voilà, c'était le lendemain de mon anniversaire, et bah, j'étais seul dans ma chambre. Et du coup, c'était à ce moment-là que tu l'apprends comme ça par téléphone, mais vraiment classique, quoi. Donc déjà, ça, je me dirais, ouais, réponds pas au téléphone, parce que ça te fout dans un état à ce moment-là. Je dirais pas personnellement, tu vois, moi, encore, sur moi, j'ai assez bien pris, enfin, je dis dans le sens, t'as plus qu'à suivre ce qu'on te dit, quoi. On te dit aller à gauche, tu vas à droite, voilà, tu suis les étapes, ma foi, c'est comme ça. Bon, bien évidemment, tu te poses la question pourquoi toi, pourquoi maintenant, bah, tout ça, c'est des questions, je pense, normales qui viennent. Le plus difficile, c'est la gestion de l'entourage. C'est plutôt comment tu vas l'annoncer à ta famille, comment tu vas l'annoncer à tes parents, à tes amis. Euh, Parce que chacun a une réaction un peu différemment aussi quand tu leur dis, ben, ah bah oui, bah du coup, voilà la nouvelle, j'ai un cancer. T'en as qui vont se fermer, t'en as qui vont pleurer, t'en as qui vont s'énerver. Et c'est plutôt ça qui me faisait chaque fois flipper, à chaque fois redire à une personne, ouais, ben voilà, oui, j'ai un cancer, hein, et puis et tu recommences. Et c'était plutôt ce côté-là. J'ai toujours cherché à pas ressembler à un malade aussi. Pour moi, ça c'était vraiment pour pas pour moi cacher la maladie pour moi, mais pour cacher envers ma famille, par exemple. Je faisais tous les efforts bah, pour quand même me lever le matin, me laver, bien m'habiller, même si j'avais pendant une semaine un tuyau dans le bras Mhm. branché à une machine, bah, euh, je faisais en sorte de pas paraître malade, donc d'aller bien, de quand même rigoler et autres, pour essayer de soulager un peu la conscience de l'entourage, quoi. Si ça, c'est pas une belle preuve d'abnégation. Ouais, c'est pas facile parce qu'en fait, après, t'as plutôt l'après. Tu vois, moi, je trouve que la gestion était plus difficile, genre 5, 6 ans après, où tout est retombé et tu te dis, OK, à quel moment là, t'as pris le temps pour toi de réfléchir vraiment comment tu te sentais, vraiment comment tu gérais le truc. Et ça a été plutôt là où j'ai eu la retombée en me disant, pff, ouais. Et là, tu commences à t'ouvrir et à te confier à des gens, mais vraiment 5, 6 ans après, en disant, bah voilà. Tu as encore des images qui sont assez traumatiques, tu as encore ça qui te perturbe. C'était vraiment un poste vraiment très très éloigné de l'événement, quoi. Mhm. Ce qui ressort comme étant parfois compliqué pour les personnes qui traversent ce genre d'épreuve, c'est le fait d'avoir eu quelque chose contre lequel se battre Mhm. et d'avoir terminé la bataille. Le combat, il est fini, et tu es là, et les personnes, elles sont là, puis elles font, OK, et maintenant, je fais quoi? Ouais, Donc, ça c'est vrai, ce c'est fameux totalement vrai. décompensation par la suite. Mhm. C'est totalement vrai. Et puis, bah, tu as quand même le vivre dans l'incertitude bah, les années qui suivent, tu as entre guillemets comme du sursis, tu sais pas si ça peut se dégénérer, si tu peux avoir des métastases, tu sais pas. Donc après, bah, pendant 10 ans, hein, moi j'en ai encore du coup deux. Et Mhm. tu fais bah, IRM, scanner, 1 à 2 fois par année. Et puis à chaque fois, chaque année, ça te remet dans le mood. Moi, ce qui était dur au début, c'est que les consultations, elles étaient au service oncologie Mhm. à l'hôpital du CHUV. Et à chaque fois, je ne veux pas dire ce que j'ai eu n'est pas grave. Je ne veux pas dire ça non plus, mais il y a des degrés. Et Mhm. aujourd'hui, dans le mot cancer, tu as du moins grave jusqu'à vraiment, il te reste 3 semaines, c'est terminé, quoi. Tu vois, Mhm. l'échelle du truc. Ouais, c'est Et plus une quand j'allais fourchette, c'est une dans. fourche, quoi. Mais c'est énorme, quoi. C'est vraiment du truc. T'as un grain de beauté, on te l'enlève, 10 minutes après, t'as plus rien de ta vie. Jusqu'à vraiment, t'es sous chimio, t'as plus un cheveu, et puis c'est terminé, quoi. Mhm. Et pour moi, le plus difficile, c'était ça, c'était d'entrer dans ce service oncologie en consultation. Déjà voir que la moyenne d'âge, elle était supérieure, je pense, à 60 ans. Euh,
tu te sens pas à ta place, ça te met vraiment de nouveau dans une case pas très bonne. Tu vois quand même beaucoup de gens qui sont dans un plus mauvais état que toi, entre guillemets, dans la salle d'attente ou bien en tout cas dans le service. Et puis là, j'avais demandé du coup à mon oncologue que, on fasse les consultations du coup dans un autre service. Et puis Mhm. après, il avait déplacé son bureau, on faisait les consultations en service trauma Ok, de l'hôpital, quoi. cool. Et il a dit oui. Ouais. Ouais, franchement, ouais. Puis je crois qu'après, il a gardé ça assez souvent, du coup, avec pas mal de gens. Il voyait que ça avait quand même un impact fort. Tu sais, c'est vraiment. Moi, je vois toujours l'image. T'as le couloir, puis t'as l'enseigne. Ouais, oncologie, en gros. Ouais, tu sais que tu vas pas là-bas pour un rhume, quoi. J'avoue. J'avoue. Ok. Donc, à part, parce que du coup, on a digressé, mais à part te dire à toi-même que réponds pas au téléphone le lendemain de ton anniversaire, Ouais. tu te dirais quoi à toi-même maintenant? Enfin, le toi de maintenant lui dirait quoi au Christopher de ce moment-là? Moi, franchement, je me rassurerais sur mon avenir Mhm, parce que je me dis, ah, bah, écoute, finalement, c'est quelque chose que tu vas pouvoir utiliser beaucoup plus comme une force qu'une faiblesse, que c'est quelque chose qui va t'ouvrir énormément de portes et bah, jusqu'à où j'en suis maintenant. mhm, C'est quelque chose que je me le dirais vraiment à ce moment-là parce que c'est vrai que sur le moment présent, tu es plutôt en mode tout s'effondre et puis c'est terminé, tu vas plus rien pouvoir faire correctement de ta mhm, vie. Et non, au contraire, pour moi, ça m'a apporté malgré la douleur du moment, beaucoup, beaucoup de positifs, en fait, d'un point de vue du caractère, d'un point de vue de ma vie, de mon sport. C'est, je veux pas dire, je veux pas dire que je suis content d'avoir vécu ça, faut quand même pas abuser, hein. Mais c'est quand même quelque chose que j'ai pu en tirer beaucoup, beaucoup de positifs, quoi. mhm. Si tu avais une machine à remonter le temps et puis qu'on te proposait de pas repasser à travers ça, tu ferais quoi? Ouais, je le ferai quand même, je repasserai pas dedans. Ok. Ouais, c'est pas en soi le moment même, moi, comme je t'ai dit, qui me dérangeait. Bon, ok, tu as subi des opérations, c'est douloureux, c'est chiant, ça c'est une chose. C'est plutôt le doute tu sais pas à chaque fois que tu vas faire un examen si tu as quelque chose ou pas, Mhm. si c'est plus grave ou non. C'est plutôt ça qui fait flipper, tu vois. Ok. Je comprends. Ouais, c'est ça, si je pouvais vraiment l'éviter, j'aurais été content, quoi. Ok. Je comprends. Merci de t'être livré avec honnêteté sur ça parce que c'est un sujet perso, pas forcément évident. Forcément, ça remue un peu le truc. Donc, merci Bah, c'est quelque chose, tu vois, j'en parle jamais ou je le mets jamais en avant sur les réseaux parce que d'un autre côté, j'ai pas envie de créer mon business là-dessus. Et Tu c'est m'étonnes. important pour moi de pas être pris à pitié ou ah, le gars, il a eu le combat de sa vie, c'est un guerrier, des trucs comme ça. Je suis un peu, alors, c'est Ouais. le genre de phrase, tu vois, Oui, ouais, c'est oui. bon. Enfin, ouais. Ouais. J'avoue que quand dans ta bio Insta, c'est écrit Cancer Survivor, t'es là, ouais. Voilà, exact. Et j'ai rien à prouver, ça ne change pas de moi réellement, de mes forces et de mes faiblesses, à part ben, de l'expérience, tu vois. Mais donc c'est quelque chose sur lequel je capitalise pas en termes de marketing, et je trouve ça horrible du coup pour mon coaching, quoi. Ok, je comprends. J'approuve. Bon, ça a la valeur que ça, a, mon approbation, mais j'approuve. Tu sais, moi, je dis j'approuve comme si c'était ouais, c'est bon. Voilà, c'est bon. Tac. Voilà. Pour ce que ça peut valoir, même si ça vaut pas grand-chose, j'approuve. Euh, dans 10 ans, tu voudrais être où ou en être où? Hmm. Moi, dans 10 ans, Putain, dans 10 ans, j'aimerais. dans 10 ans, t'auras mon âge. Oh my God. Oh my goodness. Mais non, t'es pas si. Je vais avoir T'es pas si. 37 ans cette année. Ouais, je suis gentil, je te donne plus jeune, tu vois. T'es- J'ai beaucoup aimé ton. Oh, t'es pas si vieux quand même! Bah Tu sais, si! il est pas sorti le vieux, tu sais. Mais Merci. dans 10 ans, en vrai, comme on a eu une fois l'occasion d'en discuter, l'enseignement, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse toujours, Mhm. apprendre aux gens. Donc, est-ce que éventuellement dans l'avenir, je serai peut-être moins sur le terrain avec de la clientèle, même si c'est quelque chose que j'adore faire et pour moi qui est très très importante à faire, mais peut-être que devenir à l'avenir peut-être formateur pour les futurs coachs ou mais là, il faut que je prenne encore, tu vois, un peu d'expérience. Je parle comment, comment game d'XP. Et Il faut que je gagne des points d'XP, les gars, avant de venir. je gagne du pas d'XP avant de devenir formateur, mais c'est ça. Mais c'est quelque chose auquel, de toute façon, je suis ouvert et Ouais. je me verrais vraiment bien, après aussi, plus en plus basculer dans l'enseignement. Moi, j'ai pour projet, ben, aussi, à partir de mes 30 ans, de pouvoir rentrer à l'université. Ok. Ça, j'ai pas mal de facs qui m'intéressent aussi. Euh, donc ça, c'est aussi un projet que j'ai, pouvoir développer encore plus mes compétences, ou soit pour personnel ou bien pour le travail, quoi. Mhm. Cool. Génial. Mhm.
Euh, Donne-moi un truc positif sur le monde dans lequel on vit. Le monde global, Aujourd'hui, voilà, comment te dire ça? J'ai encore jamais posé cette question, c'est la première fois que je la pose dans le podcast. ok. Elle m'est venue juste avant de démarrer. Euh, je trouve on met beaucoup le doigt sur ce qui va pas. Mhm, totalement, ouais. Donc du coup, j'ai envie de prendre le truc à contre-pied et Mhm. de mettre le doigt sur ce qui va. Moi, je pense que ce qui va bien, c'est moins évident parce que tu as tout de suite les arguments de qu'est-ce qui va pas dans le monde, les problèmes et tout. J'ai décidé de Euh, commencer l'année 2025 sur une note tu vois, de positivité et voilà, Moi, bah, après, je pense tout simplement, ce qui va bien et qu'on a la chance, c'est de pouvoir vivre notre vie. C'est horrible parce qu'en fait, les situations de vie sont pas les mêmes pour tout le monde, quoi. Mais euh, si je prends à plus petite échelle, déjà au niveau de nous, de l'Europe, Occident, On va prendre la du Suisse. Prenons la prenons la Suisse. Comme ça, Suisse. Prenons la Suisse. on se cadre. Ouais, alors là, oui, pour moi, en Suisse, on a énormément de chance d'y être et de pouvoir en vivre confortablement. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, que des fois c'est difficile les fins de mois, que des fois il faut cumuler un peu plus de travail et tout. Mais on a quand même la chance d'avoir un système de santé qui est quand même au top au niveau mondial. On a quand même beaucoup de protection si on fait les choses correctement en termes d'assurance. Euh, on a un confort au niveau de l'habitat aussi. Voilà, oui, on va toujours me dire oui, oui, mais il y a toujours des SDF, il y a toujours des gens pauvres. Je suis tout à fait d'accord, mais si on parle dans la globalité, euh, moi, j'ai pas peur de me lever un matin et puis qu'il y a un missile qui est tombé 3 mètres plus loin que moi, tu vois. Donc, pouvoir s'endormir le soir tranquillement en disant le matin, bah, ok, peut-être tu rentres dans une routine que tu n'aimes pas. Par contre, tu te réveilles vivant, tu sais que ta famille est toujours là, tes amis sont toujours là. C'est quand même un énorme confort sur lequel faut pas oublier des fois. C'est quand même important d'y penser. Même si on n'aime pas le côté politique ou polémique et autres, je pense que c'est quand même important que tout le monde philosophe là-dessus et se dire, ouais, j'ai quand même de la chance, en Suisse en tout cas, de pouvoir avoir cette situation de vie, quoi. Même s'il y a toujours mieux et il y a toujours pire, ça, on pourra en débattre durant la nuit des temps. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Christopher, merci pour tout ce que tu as dit. C'était un moment très agréable pour moi. Je suis content d'avoir appris à un peu plus te connaître, hein, parce que tu Mais étais merci. déjà très sympathique, mais là encore plus. C'est vraiment cool. Merci beaucoup. Est-ce que tu aimerais avoir un dernier mot pour les auditrices et les auditeurs du podcast? Quelque chose que tu as dit et que tu aimerais redire ou quelque chose que tu n'as pas encore dit? Moi, ce que je pourrais dire à ceux qui vont nous écouter, c'est vraiment de croire en ses rêves. Je sais que c'est un peu bateau comme ça et qu'on l'entend très souvent, mais c'est vraiment quelque chose de réel. Euh, ouais, c'est exactement ça. Tu sais, ça fait vraiment. Le gars, il sort ses phrases. Oh, bah, c'est la vie. Tu sais, mais mais c'est vraiment vrai. Finalement, on a de nouveau, hein, ça revient dans le même contexte que ben, ce confort en Suisse, par exemple. On a le choix de pouvoir faire un peu ce qu'on veut en termes de métier, de créativité. Euh, Avec les réseaux aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses aussi pour se développer et autres. Et il faut juste se donner les moyens. Ça revient un petit peu sur cette question de discipline aussi. Il faut trouver les outils, peut-être trouver aussi des mentors, des gens qui peuvent t'accompagner pour le faire. Mais il faut plus être fataliste et nihiliste surtout. Euh, je dirais essayer de fuir un peu plus les médias, en tout cas les médias qui sont toujours dans la négativité, les choses qui vont te tirer vers le bas, finalement tu te lèves le matin, tu dis bon, ah bah quoi bon, je, je Je vais me travaille pour recoucher. manger, voilà, et puis non, il faut plutôt voir le côté tout ce qui est possible de créer, de faire. Moi, avant que je sois coach, j'étais en mode, mais mon Dieu, il y a déjà 1 millier de coachs qui existent sur le terrain, mon Dieu, il y a trop de monde. Mais non, il y a de la place pour tout le monde, finalement, il y a de la demande, il y a de l'offre. Faut se lancer. Et être patient, je dirais, c'est le deuxième point important, que ce soit dans le travail ou dans le sport. Euh, on est amené aujourd'hui à avoir une consommation excessive et rapide de tout. Euh, pour moi, l'exemple parfait, c'est TikTok, hein, donc c'est vraiment pure consommation rapide et autres. Mais dans le sport, ça marche pas comme ça. J'ai une phrase que j'utilise très très souvent avec mes clients, c'est on change pas un corps qu'on a eu en 20 ans en 3 mois. Et c'est totalement vrai. Ça prend du temps. Il faut en être conscient. Mais ça finit par payer, quoi. Cool. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Christopher?
Bah, sur Insta, j'ai les deux, du coup, Insta, Nutribule et puis Christopher Vial Coaching et Christopher Vial pour le privé, donc dans le body. Ça, on peut me retrouver là. Après, comme je disais, c'est pas que forcément un Insta où il y a beaucoup d'activités. Je mets de temps en temps des posts, de temps en temps des stories. Euh, et puis sinon, directement aussi Bah, Bulle. à Bulle, exact, c'est ça. À Bulle, moi j'ai donc mon centre qui est directement sur Bulle, où donc là c'est ouvert, donc la partie complément alimentaire et Balance l'adresse. balance l'adresse. Donc c'est à rue de la Sionge 67 à Ok. Bulle. Ok. Je mettrai de Donc là, toute on peut façon me dans la retrouver. description du podcast le Insta de Nutribule et du coup, les gens Ouais, pourront chercher comme ça. Cool. Génial. magnifique, super. Christopher, merci beaucoup pour ton Merci à partage. toi, l'occasion. Pour les auditrices et les auditeurs du podcast, eh bien, merci pour votre fidélité si c'est pas votre premier épisode. Si c'est votre premier épisode, bah, bienvenue. Voilà, vous avez démarré avec Christopher, c'est cool. Christopher, je te remercie encore une fois. Je l'ai déjà dit, mais je le redis encore une fois parce qu'on ne dit jamais assez merci. C'est vrai. C'était très agréable de discuter avec toi. Je trouve que tu as une belle mentalité de jeune coach. Je trouve ça cool. Merci beaucoup. Euh, pour le vieux briscard que je suis en train de devenir. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment chouette. Félicitations pour ça. Je te souhaite full of succès. Et puis à bientôt. À tout Et les bientôt. auditrices et les auditeurs du podcast, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Allez, ciao tout le monde. Ciao À Christopher. bientôt. Merci. Merci. Ciao.